Alors, Valérie m'a laissé la lourde tâche de dire deux petits mots d'introduction avant une courte présentation de nos intervenants par Lucas, à qui je laisserai donc très rapidement la parole. Et cette table ronde s'organisera ensuite en 4 interventions d'à peu près un quart d'heure, de manière à laisser le plus de temps possible à la discussion qui s'ensuivra. En 1952, un écrivain, jardinier, viticulteur et anarchiste britannique, Edward Yames, publiait à Londres un petit livre intitulé Soil and Civilization. Vous excuserez l'accent anglais, Sol et civilisation. Il y classait les civilisations, au sens ancien, c'est-à-dire les sociétés, selon leur rapport au sol. Celles qui savent le protéger, ou les protéger, les sols, celles qui en construisent de nouveaux et celles qui les détruisent. C'est un livre qui était tout à fait novateur dans son domaine, qui a été très lu ensuite par René Dumont, également, je pense, par François Sigaud, et il marque un des débuts d'une inquiétude civilisationnelle, celle, cette fois-ci, de notre civilisation, dans un sens un peu différent. Un peu plus tard, le géologue et archéologue Claudio Vita Finzi montrait que les paysages méditerranéens étaient le produit d'une destruction des sols en plusieurs phases depuis la protohistoire. Depuis le néolithique, l'homme est un producteur. Auparavant, il était un prédateur, dit-on. Mais notre système de production n'est-il pas encore plus prédateur ? Jean-Paul Demoule, qui est ici, lors d'un colloque qui a eu lieu ici en 2017 pour l'anniversaire d'une revue qu'il a fondée en même temps que l'INRAP, Archéopage, a montré combien la notion de prédation et celle de production ne peuvent plus être considérées comme des opposés. Et aussi, évidemment, qu'un système de production comporte des éléments techniques, mais aussi sociaux, les configurations de la propriété en étant un élément essentiel et guidant le rapport à la nature comme ressource. Cette inquiétude ne peut se passer d'un regard sur des sociétés lointaines, dans le temps comme dans l'espace, dont l'interaction entre histoire, économie, sciences sociales, archéologie et sciences de la Terre et de la vie nous donne désormais les moyens, à un niveau qui, il y a quelques générations, à un niveau de précision, j'entends, qui, il y a quelques générations, était impensable. C'est dans cet esprit que se situe cette table ronde, et je m'efface donc maintenant pour laisser la parole à Lucas Nelson-Gabin pour une courte présentation de nos intervenants, que je remercie pour leur présence. Alors bonjour à tous, je vais proposer une courte présentation donc, des intervenants d'aujourd'hui. Il y a des présentations plus longues qui sont disponibles en ligne sur le site de la Semaine de l'Histoire. Donc pour commencer, Jean-Paul Demoule, qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancien président de l'INRAP. Il a récemment publié aux éditions La Découverte « Aux origines de l'archéologie » en 2020. Jean-Pierre Devroy, qui est sur Zoom, qui est aussi professeur émérite, cette fois-ci à l'Université libre de Bruxelles, et membre de l'Académie royale de Belgique. Il a publié La nature et le roi aux éditions Albin Michel en 2019. Sur Zoom également, François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France et membre du laboratoire TRACE du CNRS. Il a publié en 2020 chez Fayard et au Collège de France les leçons de l'histoire de l'Afrique. Fabien Locher, présent aujourd'hui, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire Centre de recherche historique, EHESS-CNRS. Il a publié en 2020 Les révoltes du ciel avec Jean-Baptiste Fressoz au Seuil. Je vous laisse vos interventions. Merci beaucoup. Et donc, on commence. Il y a écrit A. Et là, c'est mieux? Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien, très bien.
Bien, donc effectivement, il y a à peu près 12 000 ans, nous étions 1 à 2 millions d'humains sur Terre. On vivait dans des petits groupes de quelques dizaines d'individus et on était effectivement, selon les termes notamment de Gordon Childe, qui a forgé ce concept de révolution néolithique dans les années 30, nous étions des prédateurs. Et puis, eh bien, 10-12 000 ans après, nous sommes 7 milliards, la moitié de la population vit dans des villes et 1% de la population possède 50% des richesses, etc., etc. Alors, ce qui a changé, effectivement, comme on le considérait de manière optimiste dans les années 30, c'est cette idée d'une domination de la nature. Alors, il y a eu tout un débat sur ce terme récemment dans l'émission philosophique de France Culture sur cette phrase de l'homme comme dominateur de la nature, et ça a entraîné aussi des débats au sein de l'archéologie dès les années 80-90 avec des archéologues comme Jacques Cauvin qui a proposé qu'il y aurait d'abord eu une révolution dans la tête des gens, si j'ose dire, au lieu de se sentir immergé dans la nature, de vouloir justement dominer la nature. Le problème, c'est aussi la définition de ces différents termes. Ce qu'on sait en général des chasseurs-cueilleurs, et ce qui s'illustre aussi dans les témoignages qui nous ont laissés par exemple dans l'art des grottes, c'est que les chasseurs-cueilleurs se sentent plutôt comme immergés dans la nature, comme une espèce animale finalement parmi les autres et pas forcément la plus redoutable. Et c'est pour ça que essentiellement on représente des animaux sur les grottes, très rarement des humains, et quand il s'agit d'humains, c'est la plupart du temps des femmes encore très sexualisées. Mais essentiellement, il s'agit d'animaux. Et si on interprète cet art comme l'a fait notamment Alain Testard, comme une expression de totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est la plupart du temps des animaux, on a cet ensemble donc de visions, sachant aussi que on ne tue pas aveuglément des animaux, mais qu'en général, les témoignages ethnographiques montrent que dans un certain nombre de sociétés, on demande aux esprits des animaux le droit d'en tuer, on les remercie quand c'est fait, etc. Donc c'est par rapport à ça que Jacques Cauvin avait proposé qu'il y ait eu d'abord une révolution des symboles. L'idée au lieu de se sentir immergé, d'avoir cette volonté de domination. C'est évidemment difficile à prouver, même s'il avait essayé de montrer quelques arguments archéologiques, et il y a eu toute une polémique entre lui et justement Alain Testard, que je citais à l'instant, qui lui reprochait d'avoir comme ça, d'invoquer une sorte de révélation qui d'une certaine manière n'expliquait rien. On peut penser, à mon avis, que les deux sont allés ensemble, que progressivement il y a eu ces processus de domestication des animaux et des plantes, puisque c'est ça l'essentiel de la révolution du néolithique, et que ça s'est accompagné au fil des siècles et même des millénaires, puisque ça a duré très longtemps avec certainement des allers-retours. On peut imaginer que effectivement ça s'est accompagné de transformations dans la vision du monde. Alors, ce n'est pas une révolution au sens où ça a mis beaucoup de temps, et aussi au sens où l'idée de domestication était déjà présente. On considère que dès 25 000, 20 000 ans avant notre ère, certains groupes de chasseurs-cueilleurs ont déjà domestiqué le loup et l'ont transformé en chien. Tous les chiens que nous connaissons, quel que soit leur aspect, descendent d'ancêtres loups il y a plusieurs millénaires.
Et on considère que c'est plutôt une relation entre guillemets gagnant-gagnant, dans la mesure où le chien, sauf exception, n'est pas domestiqué pour la nourriture, mais pour la garde, pour rendre la chasse plus efficace, puisque les hommes et les loups chassent en bande, et donc le loup reçoit, comme les hommes ont une chasse plus efficace, le loup bénéficie du feu et en échange signale les ennemis au campement, etc. Et il a été remarqué aussi que les chasseurs-cueilleurs ont souvent c'est l'exemple que donne par exemple Philippe Descola pour les hachoirs domestiques, apprivoisent plutôt des petits animaux. Il faut évidemment qu'ils soient extrêmement jeunes, par plaisir, pour en faire des animaux d'agrément. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau. De même, vis-à-vis des plantes, on a remarqué que certaines populations en Afrique, avec le palmier à huile, ou au Japon, dans la société dite Jomon, avec les chênes et les marronniers, on avait des processus de sélection des arbres sans jamais planter d'arbres. On va favoriser certains arbres et éliminer les autres. Donc c'est ça qui donne sens à ce rapport, à ces changements progressifs de rapport. Alors par rapport à la nature, il y a aussi deux éléments naturels qui ont joué. C'est que c'est à partir de moins 12 000, moins 10 000 qu'on entre dans l'actuel interglaciaire. Jusque-là, depuis 100 000 ans, on était dans une période glaciaire, où évidemment ces tentatives, notamment vis-à-vis des plantes, avaient beaucoup moins de sens. Et deuxièmement, toujours dans la nature, si on se prend nous-mêmes comme être naturel, on peut estimer que même si Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans, son cerveau, de par la sélection naturelle, a continué à se complexifier. Et l'un des éléments, c'est effectivement que la représentation n'apparaît qu'aux alentours de 40 000, 50 000 ans, en différents points du monde et de manière indépendante. Donc ces deux faits naturels expliquent aussi ce passage. Alors à partir du moment où on va avoir effectivement cette domestication qui entraîne l'agriculture, qui accompagne l'agriculture sédentaire, on a un boom démographique considérable, qui n'est toujours pas maîtrisé actuellement. Les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3-4 ans, dû à la fois au mode de vie nomade et visiblement à un contrôle des naissances, alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles ont un enfant tous les ans, y compris dans l'Europe la première moitié du XXe siècle. Et ça va avoir trois conséquences. C'est qu'il va falloir nourrir de plus en plus d'individus sur une planète finie, donc faire un forçage sur l'environnement, sur la nature de plus en plus fort. Deuxièmement, en se sédentarisant, ça augmente les conflits, et en augmentant en population, ça augmente les conflits territoriaux, et c'est ce qu'on peut observer archéologiquement. Et enfin, troisièmement, c'est là qu'on voit les différences sociales, notamment dans le matériel funéraire, augmenter extrêmement régulièrement. Alors, par rapport à ça, effectivement, on voit très bien archéologiquement, on citait tout à l'heure l'exemple des paysages méditerranéens, les garrigues, les maquis sont un pur produit du néolithique. L'Europe, à partir du moment où les glaciations s'achèvent, se couvre d'une forêt dense d'espèces tempérées. Les mammouths et les rennes remontent vers le nord, à la place sanglier, aurochs,
chevreuils, cerfs, etc. Donc, le néolithique, quand il arrive, va déboiser massivement, à la fois pour aménager des champs et pour construire des habitations en dur qui, autrefois, n'existaient pratiquement pas. Et donc, on peut mesurer par l'archéologie assez vite ces atteintes, aussi bien dans le ravinement des sols, dans la disparition des forêts. Et après, on a les premières atteintes de pollution dès l'âge du bronze dues à la métallurgie, et également des atteintes sur le corps humain lui-même, puisque l'agriculture est beaucoup plus pénible et elle apporte une nourriture qui n'était pas celle prévue jusque-là par la nature, si j'ose dire, et une nourriture beaucoup plus molle et sucrée, donc diminution de la taille des individus, explosion des caries dentaires, etc., etc. Donc une forme d'autodomestication, d'une certaine manière, des humains sur eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'était une espèce de train fou et incontrôlable. Quand on parle d'anthropocène depuis quelques années, une trentaine d'années, on discute sur le début. Certains le font commencer avec les explosions nucléaires, d'autres avec la révolution industrielle, d'autres avec les grandes découvertes. Moi et d'autres la font commencer avec le néolithique, mais simplement au début avec des signaux extrêmement faibles et qui vont progressivement augmenter. Voilà, donc par rapport à la problématique production-prédation, effectivement, je me réfère souvent à la phrase de Louis-Gourand qui disait dans Le geste et la parole, l'humanité aura atteint son destin quand le dernier rat sera consommé avec la dernière flamme allumée, avec la dernière brindille sur la dernière goutte de pétrole, puisque effectivement la planète est finie. Mais néanmoins, tout ça est affaire de choix. C'est pas une espèce de fatalité qui nous aurait échappé, même si effectivement les seules sociétés d'abondance, pour reprendre Marshall Salins, c'était les sociétés de chasseurs-cueilleurs, puisqu'ils ne travaillaient que 3 heures par jour. Donc l'abondance, c'est relatif, c'est pas absolu, mais différentes sociétés font différents choix. Et on peut montrer en général que les sociétés qui sont allées dans le mur, on prend souvent l'exemple des Mayas par exemple, et il y en a bien d'autres, sont les sociétés qui ont mal géré leur environnement, et en général des sociétés qui étaient par ailleurs extrêmement hiérarchisées, assez peu égalitaires. Donc voilà en gros, je suis dans les temps, oui, à peu près. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire du point de vue des néolithiques et du commencement effectivement de cette 6e extinction des espèces. Voilà. Merci beaucoup. On a déjà beaucoup de matière à discuter et on va tout de suite. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Ah oui. Merci. J'interviendrai à prendre la parole. Alors. Je ne sais pas si vous nous avez entendu. Merci beaucoup. On va passer la parole à Jean-Pierre Devroy. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends très bien. J'espère qu'il en va de même pour vous. Alors, c'est un exercice un peu vertigineux pour un médiéviste de sauter des chasseurs-cueilleurs du néolithique ou du paléolithique jusqu'à la période qu'il connaît un peu mieux, c'est-à-dire le long Moyen-Âge. J'aurais peut-être le faire en termes à la fois d'historiographie et d'enjeux idéologiques. Pour souligner d'abord que quand j'ai commencé à écrire sur l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge,
L'idée de poser l'homme et le paysan en particulier comme un prédateur et un destructeur de son environnement était tout à fait contraire au consensus général, qui était plutôt construit sur l'idée que le paysan du Moyen-Âge, en tout cas pour la période du Haut Moyen-Âge, était totalement dominé par l'environnement, que, selon la formule de Georges Duby, que ces sociétés étaient tragiquement arriérées et que finalement, contraint à l'agriculture, l'homme avait désappris à se servir de l'ensemble des ressources dont il disposait. Alors j'ai fait beaucoup pour renverser ce constat un peu catastrophiste, avec bien sûr d'autres historiens, comme par exemple Pierre Toubert, mais sans jamais avoir la conscience de cette relation éventuellement prédatrice de l'homme par rapport au milieu et à ses composantes, et tout simplement en ne posant pas la question, en tout cas de cette manière-là. Alors bien sûr, le discours général, qu'il s'agisse de moi personnellement ou d'autres historiens, était dominé par la recherche de la croissance, par une problématique de l'essor, de ce qui était clairement reconnu en Occident en tout cas, comme le point de départ de la civilisation dont nous avions hérité. Et les questionnements principaux, finalement, en termes d'action et d'interaction entre l'homme et l'environnement, se posaient en termes de moyens techniques, de croissance et de retour par rapport à cette période qu'on a engendrée, qui est l'Antiquité, et en particulier la civilisation romaine impériale, le retour à un certain nombre de choses qui faisaient le cadre d'existence des contemporains, c'est-à-dire la ville avec un certain nombre de facilités, un certain confort, une forme de culture, une forme de structure politique par rapport à laquelle le début du Moyen-Âge était en tout cas pensé en termes de primitivisme et d'une certaine manière de contrepoint. Alors, à peu près au même moment, les travaux de Lynn White ont proposé un paradigme explicatif qui était en fait très, très lié à la prise de conscience qu'il se passait quelque chose au niveau mondial qui mettait en danger les équilibres écologiques. Il y a une coïncidence entre les idées de Lynn White et la première prise de conscience écologique dans la société industrielle. Lynn White partant de l'idée que finalement c'est le christianisme qui avait donné le point de démarrage d'une société prédatrice, dominatrice de la nature, d'un éloignement de la nature et de l'homme, et d'un enclenchement de développement technologique, démographique, agricole, qui amenait à ce que Lynn White considérait déjà, donc dans les années 60, comme un point de rupture possible. Je pense que ce courant d'idées a beaucoup inspiré, ou a directement inspiré Philippe de Scola, et cette idée qu'un des 4 systèmes finalement d'être au monde qui existe dans l'humanité était ce naturalisme qui définit par l'idée que les humains sont extérieurs à la nature et que leur relation à la nature est une relation de domination. Je veux dire que quand j'ai lu de Scola, j'avais un peu difficile, en tout cas, à dater ce naturalisme, comme le faisait Lynn White,
de l'avènement finalement de la culture chrétienne, qui était incontestablement médiévale, mais qui était médiévale dans des manifestations et des interprétations qui étaient très différentes, me semble-t-il, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge central, au Moyen-Âge tardif, voire au début de l'époque moderne. Et donc, il me semblait qu'il était nécessaire de mieux structurer, de mieux distinguer les étapes. Et ce travail réflexif qui peut être fait à partir des livres qui inspirent la vision chrétienne du monde, et essentiellement de la Genèse, montre très bien que l'interprétation de la place de l'homme dans le milieu à partir de la Genèse ne délivre pas, comme le pensait Lynn White, une seule forme d'interprétation, mais se prête, selon les versets qu'on met en lumière, à une suite d'interprétations successives. Alors, il m'apparaît comme évident que pour l'homme de l'époque carolingienne, l'environnement dans lequel il vit, il est définitivement rendu hostile par la perte du paradis perdu, et que finalement, il est gouverné par un principe général, Dieu et la providence, qui agissent d'un côté ou d'un autre, et par le travail et par la nécessité de travail. Cette situation-là, elle va évoluer d'une manière importante au XIIe siècle, avec la création, l'apparition d'une véritable philosophie de la nature au travers de la nouvelle école scolastique, des encyclopédistes, qui en fait réalise deux éléments, deux opérations idéologiques importantes. D'abord, l'homme du XIIe siècle, le lettré en tout cas, va être capable d'individualiser les forces naturelles. Et par exemple, de comprendre que la production agricole, elle est réglée par un certain nombre de paramètres, et notamment par la succession des saisons. Il va également prendre conscience d'une différence entre l'environnement productif, qui continue quand même à être réglé par la divinité, et ce qu'il considère, mais dans une tradition qui existe déjà et qui est déjà illustrée au Moyen-Âge, comme le fait que le gouvernement qui a été donné par Dieu à l'homme, c'est le gouvernement sur les animaux. Et on voit très bien comment cette idée, cette idéologie se reflète notamment dans la présentation iconographique et dans un accent sur l'idée que l'homme est par définition celui qui domine l'animal. Ça ne me semble pas du tout vrai intuitivement sur ce qui concerne le reste de l'environnement végétal, l'environnement matériel, qui est plutôt donné comme un théâtre dans lequel l'homme doit agir, bien sûr dans un sens d'amélioration, mais sans avoir la portée que supposerait ce que Lynn White proposait en termes de domination et de prédation par rapport à la nature. Et cette idée, elle infuse à la fin du Moyen-Âge pour aboutir à une troisième interprétation et à une troisième figure du message de la Genèse, qui est l'idée que l'homme est un gardien de la nature, c'est-à-dire que le monde a été donné à l'homme par Dieu, non pas, bien entendu, pour le détruire, mais pour l'aménager et le perpétuer. C'est une notion, en tout cas, qui est très, très présente et qui explique, par exemple, l'optimisme relativement important qu'on rencontre
jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle dans la productivité naturelle de la nature, quelque chose qu'on va retrouver notamment chez les physiocrates et chez les économistes du XVIIIe siècle. Et donc, ce point de bascule où on en arrive à la domination, je pense que comme les révoltes du ciel l'ont bien montré, à mon avis, ce point de bascule, il se situe quelque part entre le XVe et le XVIIe siècle, dans ce qu'on peut appeler la première globalisation, et le fait que désormais, le jardin qui est à cultiver par l'homme, en tout cas par l'Européen, ne se limite plus à son propre continent, mais qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont alors interprétées et lues non plus comme des éléments du milieu, mais comme des ressources. Et donc, j'aurais tendance, moi, si on devait me demander de répondre à cette question difficile, où faites-vous commencer le basculement d'un homme dans son milieu vers un homme prédateur de son milieu? Je dirais qu'idéologiquement et très concrètement pour le reste du monde, il se situe dans le colonialisme, qui d'ailleurs dans la colonisation, qui d'ailleurs ne se traduit pas uniquement par une exploitation des ressources productives, mais aussi par une exploitation de l'homme par l'homme, avec la réapparition de l'esclavage en Occident, un esclavage qui avait disparu ou qui était devenu extrêmement marginal depuis la fin de l'époque romaine. Donc voilà un portrait alors brossé de façon très très rapide et manquant certainement de nuances, auquel je voudrais ajouter peut-être un contrepoint. C'est que ce portrait, il est une histoire intellectuelle de l'environnement et qu'il laisse quand même très très largement de côté le personnage central des activités productives de l'homme, qui est le paysan. Et que très certainement, me semble-t-il, en tout cas c'est ma conviction d'historien, la relation de l'homme et du paysan à son environnement, à son propre milieu, elle n'évolue pas au même rythme que la relation des grandes puissances aux ressources mondiales, et qu'il y a une longue durée de l'homme, je dirais, à la fois habitant et jardinier de la nature, une longue durée qui, dans le cas de la petite exploitation agricole, s'exprime encore jusque dans un pays comme la France, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et une longue durée qu'une partie du mouvement écologiste et de l'agroécologie d'aujourd'hui cherche justement à restituer, à retrouver, parfois sans être conscient de ses précédents, en revenant vers une cohabitation de l'agriculteur avec son milieu. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je pense vous avoir dit tout ce qu'on pouvait dire en un quart d'heure sans dire trop de bêtises ou de généralités. Merci beaucoup. Si ça vous convient, je passe tout de suite la parole à Monsieur François-Xavier Fauvel pour sa propre présentation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, très bien. Donc bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout simplement partir de choses qu'ont dites respectivement Jean-Paul Demoule et Jean-Pierre Devroy pour essayer de faire saillir quelques-unes des... Alors attendez, j'ai un petit problème avec ma vidéo, c'est que le retour... Ah oui, il faut que j'enlève... Le retour, c'est moi-même, donc c'est très ennuyeux. Bon. Pour essayer de faire saillir
certains aspects des relations dans la très longue durée des sociétés africaines avec leur environnement. Jean-Paul Demoule a parlé du néolithique. Et il y a une question là intéressante qui est qu'en est-il du néolithique en Afrique? Ce néolithique en Afrique, on ne sait pas bien le reconnaître. Pourquoi ne sait-on pas bien le reconnaître? Parce qu'il n'a pas pris les mêmes formes que celles qu'il a prises dans le reste du vieux monde. Quelle que soit la façon dont on définit le néolithique, et on ne le définit plus aujourd'hui comme le moment où les sociétés humaines adoptent la pierre polie, par opposition à la pierre taillée de l'époque paléolithique antérieure. On le définit plutôt comme une espèce de paquet culturel dans lequel se trouvent aussi bien les animaux domestiques, dont a parlé Jean-Paul, que les plantes domestiques, que l'idéologie de la domestication en général, une certaine tendance à la sédentarité, le travail qui a tendance à augmenter, une nouvelle démographie, etc. Et ce paquet néolithique, il est vrai, on ne le reconnaît pas complètement en Afrique, excepté dans la basse vallée du Nil, en Égypte et en Nubie, le nord de l'actuel Soudan. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas eu de révolution néolithique en Afrique? Prenons le contre-pied de cette approche-là. Essayons de ne pas reconnaître le paquet néolithique un petit peu partout en Afrique, mais posons-nous la question de où sont les paysages néolithisés. Et là, force est de constater qu'il y en a partout. Qu'il y a partout, et depuis très longtemps, on le sait par l'archéologie, des paysages néolithisés. Il y a partout des animaux domestiques de différents types. Il y a partout, ou presque, de la céramique depuis au moins 12 000 ans. Il y a partout, et puis surtout, il y a partout des paysages anthropisés, des variétés très très différentes de plantes domestiquées en Afrique, de plantes importées domestiquées, ou de plantes sélectionnées. Jean-Paul parlait de ces formes de sélection de plantes qui constituent les prémices de formes de documentation, qui s'apparentent à des formes de documentation. Force, là aussi, est de constater que les forêts africaines, qu'il s'agisse par exemple de la forêt équatoriale du sud de l'Éthiopie, ou qu'il s'agisse de la forêt équatoriale du Grand Bassin du Congo, qu'on a pour habitude de penser comme des espaces naturels par définition, sans forme d'anthropisation, sont en réalité complètement des forêts anthropisées, des forêts sélectionnées. C'est tout particulièrement vrai de la forêt du sud éthiopien, où les essences en place sont des essences qui ont été gardées là en raison du rôle qu'elles tiennent, ne serait-ce que pour faire de l'ombre à des espèces plus petites qui poussent en dessous et à des espèces encore plus petites qu'on cultive au pied des plus grandes espèces. C'est une forêt entièrement anthropisée que celle du sud éthiopien. C'est également une forêt entièrement anthropisée que la forêt du bassin du Congo, dans laquelle on a pourtant l'habitude de croire que le pygmée, par exemple, est en quelque sorte serti dans son élément naturel et qu'il appartient à son élément naturel. Rien de plus faux. C'est une forêt, c'est une société qui a complètement anthropisé son paysage, et le paysage est totalement transformé par l'action des sociétés humaines depuis des millénaires. J'en reviens au néolithique pour dire que même si l'on n'est pas capable de reconnaître un néolithique ou un paquet néolithique qui aurait circulé à travers l'Afrique comme il a circulé et comme on est capable de le reconnaître archéologiquement à travers les plaines de l'Eurasie, on reconnaît pourtant partout en Afrique des paysages néolithisés, et on reconnaît partout des sociétés qui produisent
qui produisent leur alimentation et qui exploitent leur environnement. Et il y a là, dans ce double diagnostic, c'est-à-dire à la fois l'incapacité à reconnaître le néolithique sous sa forme canonique telle qu'elle existe ailleurs, et en même temps le constat de l'extrême diversité des formes de production néolithique en Afrique, quelque chose qui fait partie, si je puis dire, du métier même d'historien et d'archéologue de l'Afrique, qui est de déjouer ce que les attentes qui ne sont pas honorées, bon, et d'accueillir l'extrême diversité, et qui est véritablement l'apport des sociétés africaines aux sciences sociales en général et à l'archéologie en particulier. La très très grande diversité culturelle des sociétés africaines, qui est le reflet de cette très très longue histoire de transformation de l'environnement, d'adaptation à des environnements. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point de départ des réflexions que je vous livre viennent du début de la communication de Jean-Pierre Debreuil au sujet de ce vertige dont il nous faisait part en nous disant qu'il n'y a pas de chasseurs-cueilleurs dans le Moyen-Âge européen, chrétien, latin. Je dirais, si je voulais aller plus loin, je dirais, il n'y a pas que les chasseurs-cueilleurs qu'il n'y a pas. Il n'y a pas non plus les éleveurs nomades, il n'y a pas non plus les grands pastoraux du type Peul ou Maasai, qui sont des sociétés néolithiques, si je puis dire, par excellence, c'est-à-dire qui ont tout investi sur un animal domestique à l'exclusion de tout le reste. Bon. Il n'y a pas non plus la diversité religieuse des sociétés africaines, il n'y a pas non plus les cultes du terroir, il n'y a pas non plus les cultes des ancêtres, il n'y a pas non plus le culte des divinités souterraines, il n'y a pas non plus de société à classe d'âge, il n'y a que des sociétés à état, il n'y a pas non plus de rôle particulier des formes de parenté dans l'organisation sociale. Bref, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas, si je puis dire, dans le Moyen-Âge européen, chrétien, latin. Toutes choses qui ont continué d'exister en Afrique et qui, je dirais même, ont continué de se régénérer dans les sociétés africaines médiévales. Et par médiévales, j'entends tout simplement les sociétés parfaitement contemporaines des Carolingiens. Le royaume du Ghana dans le sud de l'actuelle Mauritanie et le nord de l'actuel Niger, est un royaume que, à mains égards, on peut parfaitement mettre de plein pied avec le royaume carolingien sous ses formes parfaitement reconnaissables d'architecture monumentale, de formation politique centralisée, d'une administration qui gouverne au nom du souverain, d'une dynastie héréditaire, etc. Et pourtant, avec ce royaume du Ghana, aux côtés de ce royaume du Ghana, je dirais même à l'intérieur des sociétés gouvernées par ce royaume du Ghana, continuent de coexister d'autres sociétés, d'autres formes d'organisation sociale, d'autres formes d'économie productrices ou prédatrices de l'environnement, des nomades, des religions traditionnelles, des chasseurs-cueilleurs, etc., etc. Donc, encore une fois, et j'en arrive au même constat, mais légèrement décalé, que j'ai fait il y a 5 minutes, c'est que si on ne reconnaît pas tout à fait un Moyen-Âge africain, c'est parce qu'il ne prend pas tout à fait les mêmes formes que ce qu'on définit canoniquement par le Moyen-Âge, parce qu'il a conservé ou parce qu'il a pris dans les sociétés africaines des formes
des formes moins canoniques, des formes des formes, si ce n'est plus complexes, en tout cas des formes plus cohabitées, voilà, d'organisation sociale. Car, et c'est ma deuxième conclusion, si je puis dire, après la première qui était la diversité culturelle, la seconde, c'est celle de la cohabitation des sociétés dans la très longue durée en Afrique. Bon. Par cohabitation, j'entends cohabitation, c'est-à-dire que au sein d'environnements, au sein d'un même environnement, vous allez avoir non pas seulement un royaume territorial dont le pouvoir, dont la souveraineté s'exerce sur chaque centimètre carré à l'intérieur d'un territoire continu borné par des frontières, mais vous allez avoir percolant au sein de ce territoire des sociétés pastorales qui utilisent l'environnement d'une autre façon que ne le fait l'État centralisé qui exerce la souveraineté sur cette région. Vous allez donc avoir des sociétés qui utilisent le même environnement, qui s'interpénètrent les unes les autres et qui exploitent à leur propre fin un même environnement. Il y a là quelque chose cette forme de cohabitation de sociétés dans l'environnement qui ne cesse de frapper l'historien et l'archéologue que je suis, parce que quelque chose se passe qui fait que les sociétés africaines, dans la très longue durée, ont résisté à la centralisation, à la centralisation politique et à l'uniformisation politique, économique, religieuse, sociale, voilà, qui est l'histoire longue de l'Europe en particulier. Nulle part en Afrique, vous ne voyez le processus irréversible de réduction du nombre de formations politiques, d'ajointement progressif des territoires, des formations politiques centralisées les unes aux autres, de réduction de la diversité religieuse que vous voyez dans l'histoire de l'Occident chrétien, de réduction des formes d'organisation sociale que vous observez ailleurs dans le reste du monde. Et bien au contraire, le sentiment qui vient lorsqu'on étudie l'histoire longue par les sources écrites ou par l'archéologie des sociétés africaines, c'est que quelque chose résiste à ces formes d'uniformisation et quelque chose régénère, quelque chose est résilient dans les sociétés africaines qui fait que elles n'ont pas seulement, je dirais, résisté et conservé une forme de diversité originelle, elles n'ont cessé de produire de la diversité culturelle au cours de leur histoire. Alors, que fait-on de ça? Que fait-on de cette diversité culturelle? Et par culturel, j'entends ce que j'ai essayé de brosser jusqu'à présent, c'est-à-dire système de production, système d'organisation sociale, système de pouvoir, etc., etc. Langue, que fait-on de cette diversité culturelle? Que fait-on de l'observation, de la cohabitation des sociétés? On peut être tenté, et c'est là qu'on atteint mon troisième et dernier volet, on peut être tenté d'y voir une forme d'anhistoricité, c'est-à-dire de constat que les sociétés africaines sont et ont toujours été en quelque sorte prisonnières de leur terroir. Bon, il y a quelque chose comme ça, comme ce fatalisme-là dans l'idée non réfléchie que nous avons très souvent de l'Afrique et qui continue de s'offrir à nous dans la muséographie, très simplement. Ce que dit une vitrine de musée dans laquelle nous voyons un objet produit de façon en quelque sorte anonyme par une société en quelque sorte unanime, vivant dans son environnement,
Ce que ça nous dit, hein, c'est que, en quelque sorte, l'ethnie appartient à son terroir, comme le pygmée appartient à la forêt, comme l'Éthiopien appartient au haut plateau et comme le Yoruba appartient aux clairières. C'est-à-dire quelque chose comme les sociétés ne sont jamais que commandées par leur environnement. On touche là une politique de la question que j'essaie de résoudre et que nous essayons tous aujourd'hui de résoudre. La question de la relation des sociétés africaines avec leur environnement contient toujours ce volet politique qu'il faut essayer de neutraliser en même temps qu'on l'aborde. Vous devinez bien que ce n'est pas cette façon-là que je pose la question. Les sociétés africaines ne sont pas commandées par leur environnement et loin d'être une espèce de kaléidoscope éternel, la diversité des sociétés africaines et les multiples formes de cohabitation des sociétés africaines ne sont que le produit de l'histoire des sociétés africaines, les unes avec les autres et dans leur environnement. Et je finirai par là, en disant, en essayant de suggérer une raison pour laquelle les sociétés africaines sont formidablement plus diverses, n'ont cessé de produire de la diversité culturelle, n'ont cessé de déguiser une inventivité qui, pour se distinguer, pour produire de la distinction et de la complémentarité et de la cohabitation. Cette idée, c'est que les sociétés africaines ont pris en charge un environnement formidablement plus exigeant que ne le sont bien des autres environnements sur Terre. Non pas tant parce que les conditions de vie en Afrique seraient par essence plus difficiles. Après tout, le désert australien, c'est particulièrement compliqué d'y vivre, et puis il y a bien des environnements ailleurs qui sont compliqués à anthropiser. Mais parce que les environnements en Afrique sont formidablement plus fragmentés qu'ils ne le sont dans beaucoup d'autres régions du monde. Et laissez-moi prendre un exemple que je prends souvent, qui est légèrement caricatural, mais qui, parce que caricatural, aide à comprendre les choses. Vous pouvez partir du sud-est de la Turquie ou de l'Irak actuel, il y a 10 000 ans, avec une paire de vaches, une paire de moutons, une paire de chèvres et quelques grains à semer, et vous pouvez parcourir 10 000 kilomètres dans presque toutes les directions. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en Afrique. Vous prenez n'importe quel paquet culturel en Afrique, constitué d'un peu de céramique, de vaches, de moutons et de grains à semer, et vous ne parcourez pas plus de 100 km dans n'importe quelle direction, à n'importe quelle époque. Pourquoi ça? Parce que vous franchissez des barrières, des seuils, qui sont des seuils climatiques, qui sont des seuils liés à la qualité des sols, qui sont des seuils hydrologiques, qui sont des seuils altitudinaux, qui sont des seuils sanitaires, qui sont des seuils de toutes sortes, que vous ne cessez de franchir et qui ne cessent de poser à la société que vous êtes le défi de l'adaptation, mot qui ne veut pas dire grand-chose concrètement, mais le défi de quoi? Le défi de l'abandon d'une partie du paquet avec lequel vous êtes parti et de la reproduction d'une autre partie du paquet dont vous vous dotez. Prenons des néolithiques, des vrais néolithiques reconnaissables. Il y a 6 ou 8 000 ans, dans le sud, dans les savanes du sud égyptien ou du nord de Soudan. Et qu'est-ce que vous faites si vous voulez bouger de 100 km? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Soit vous descendez vers le sud, du côté de marécages infestés par la mouche tsetse, il vous faut alors abandonner la vache. Ou alors vous montez sur les hauts plateaux éthiopiens, mais les hauts plateaux éthiopiens, c'est pas rien, c'est 2500, 3000 mètres. Et là, il faut abandonner
le blé et le sorgho. Il faut vous doter d'une céréale qui ne pousse que là-haut, là, qui est la seule céréale qui pousse là-haut, qui s'appelle le teff, que vous êtes obligé de domestiquer pour l'occasion, parce que ce sera la seule chose qui poussera sur vos hauts plateaux à 3000 mètres. Néanmoins, vous pouvez garder la vache qui, elle, s'adaptera parfaitement bien à ces hauts plateaux. Et puis faites à nouveau 100 km vers l'est, et là vous descendez dans l'escarpement et vous vous trouvez dans un tout autre environnement. Vous pouvez garder la vache, mais le régime de pluie totalement différent est un régime de pluie de mousson, qui fait que vous pouvez, dans cette région-là, cultiver à peu près n'importe quelle plante tropicale, en dépit du fait que vous êtes à 2000 ou 1500 mètres d'altitude. Et puis faites encore 20 km, et là vous vous retrouvez en dessous de 800 mètres d'altitude dans l'un des déserts les plus arides du monde, le désert Afar, et là vous ne pouvez garder ni plantes cultivées, ni vaches, ni moutons, mais seulement des chèvres et des chameaux. Voilà ce que c'est que le parcours d'une société néolithique astreinte à mise au défi d'une adaptation qui n'est pas une adaptation passive, c'est-à-dire qui n'est pas une adaptation commandée par la nature, qui est une adaptation qui est un défi posé à la société elle-même de changer quelque chose à ses modes de production, d'inventer de nouvelles formes de production, de s'approprier de nouvelles céréales ou de nouveaux animaux, ou de renoncer à une partie de son identité culturelle ou économique ou autre pour pouvoir mieux anthropiser un nouvel espace des environnements africains. Et voilà, je voulais juste conclure sur ça, sur finalement ce que je viens de dire là. J'aurais pu me contenter de répéter une phrase d'un historien africaniste, John Ayleaf, qui disait dans les premières pages d'un de ses livres fameux dans les années 70 ou 80, les sociétés africaines ont pris en charge pour toute l'humanité le peuplement du continent le plus difficile à habiter sur Terre. Et je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là comme une mise au défi permanente des sociétés qui ont vécu et qui vivent en Afrique, de s'adapter à cet environnement particulièrement exigeant et dans lequel elles n'ont cessé de trouver la fibre de leur propre, d'une inventivité sociale, culturelle et politique qui explique, à mon avis, pour une grande part, l'extrême diversité culturelle des sociétés africaines et les multiples formes de cohabitation qui ont disparu dans beaucoup d'autres régions du monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je laisse donc Fabien Locher poursuivre avec sa propre présentation avant qu'on passe à quelques questions. Allô ? Oui, ça marche. Alors, quand on est comme moi historien de l'environnement, être confronté à ce thème domination de la nature par l'homme, effectivement, c'est quelque chose d'un peu, impressionnant, parce qu'on est dans une situation où finalement, pour l'historien de l'environnement, la domination de la nature par l'homme est au centre des préoccupations. Ça fonctionne. Ouais. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais suivre en fait un récit qui est celui que mon collègue Jean-Baptiste Fressoz et moi-même avons produit à la suite d'une grande enquête sur la question du changement climatique, saisie dans le temps long. Et je vais essayer à partir de ce récit, de cette enquête, de spécifier un peu mieux ce qu'on peut entendre par domination de la nature par l'homme, essayer de construire des articulations et voir comment je peux en quelque sorte caractériser cette notion de domination. Alors je voudrais partir en février 1662, dans le château de Whitehall à Londres, lorsque le roi Charles II reçoit, en présence de Robert Boyle, l'un des savants les plus célèbres de la modernité, le gouverneur du Connecticut. Le gouverneur du Connecticut est venu là voir Charles II pour lui demander une charte pour sa colonie. Robert Boyle, donc grand savant de ce qu'on appelait jadis la révolution scientifique, Robert Boyle raconte que le roi lui pose alors cette question. Il lui demande à ce gouverneur, est-ce que le climat de votre colonie a changé? Est-ce que la colonisation par les Britanniques a changé les pluies, changé la température? Et le gouverneur répond oui, tout à fait.
Depuis quelques années, les saisons sont différentes, les hivers sont moins rudes. Nous avons de meilleures récoltes grâce à ce climat, dirons-nous aujourd'hui, n'utilise pas ce mot, mais le climat qui a changé. Ce qui apparaît ici, c'est une figure qui est en fait très répandue à l'époque moderne, qui émerge véritablement dans l'échange transatlantique, ou plutôt dans un premier temps dans l'exploration et la conquête de l'Amérique par les Européens. On trouve la trace de cette idée d'un changement climatique causé par l'homme sous la plume de Christophe Colomb dès le récit de son second voyage, lorsque, croisant au large de la Jamaïque, il explique qu'il faudrait débarrasser l'île des arbres qui l'encombrent et en améliorer ainsi le climat. Dans la colonisation de ce qu'on appellera la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre, on trouve aussi très fortement cette idée d'un agir humain sur le climat. Dans le monde britannique, cette idée s'accroche à une idée extrêmement importante, connue de tous les historiens de l'époque moderne, qui est l'idée d'amélioration. L'amélioration, c'est vraiment cette idée que l'homme a la possibilité, et même le devoir, d'améliorer la création dans tous les domaines, des choses militaires aux arts mécaniques, de l'agriculture à la morale personnelle, d'améliorer la création et d'en attendre, si tout va bien, une sanction divine, une sanction providentielle, un encouragement, un signe à continuer. Améliorer l'Amérique, ça sera le grand mot d'ordre, pourrait-on dire, des cercles qui, autour de la Royal Society, autour de la colonisation marchande, vont partir à la conquête et à la découverte et à la conquête de l'Amérique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cet argument aussi qui dit que si on va en Amérique, on va pouvoir changer le climat, l'améliorer? C'est intéressant parce que ça, c'est un argument de souveraineté. Ça fonde non seulement une domination de la nature sous une forme faible, mais c'est aussi un argument de souveraineté parce que c'est dire que, évidemment, les habitants premiers de ces terres n'ont pas amélioré le climat, ils n'ont pas civilisé les saisons. Et ils ne sont donc pas réellement propriétaires de ces terres. C'est la fameuse théorie de la terra nullius, des terres vacantes, dont on trouve une autre version d'ailleurs sous la plume de John Locke dans sa théorie de la propriété, lorsqu'il explique que posséder par la propriété, c'est injecter en quelque sorte du travail dans la nature. On sait d'ailleurs que John Locke a été largement inspiré par l'exploration et la conquête de l'Amérique dans l'élaboration de ses théories, 1690, le traité du gouvernement civil. Coloniser, c'est donc améliorer, c'est donc dominer par l'amélioration, c'est aussi affirmer sa souveraineté, affirmer une forme de possession. C'est aussi faire une promesse, parce que ça, c'est un discours de propagande en faveur de la colonisation. C'est promettre aux Européens qui voudraient s'engager dans cette aventure de la colonisation, promettre une amélioration du climat. Par exemple, une amélioration des hivers de la Nouvelle-France, qui sont réputés à Paris pour leur rudesse, depuis les récits des premiers jésuites présents sur place. Et donc, les propagandistes de la cause coloniale vont s'emparer de cet argument en disant que voilà, si l'amélioration est possible, c'est une raison importante pour aller là-bas et pour faire une colonisation de peuplement. Donc on a, avec la figure de l'amélioration, vraiment avec ce grand mot d'ordre, une forme faible et en même temps très puissante d'une idée de la domination de l'homme sur la nature. Et puis ça va se traduire très fortement dans tout le corpus philosophique et historique au XVIIIe siècle, tous ces récits qui nous parlent finalement de la trajectoire à la fois historique et naturelle des sociétés européennes. On a beaucoup en tête, quand on parle de climat, immédiatement, évidemment, la figure de Montesquieu, l'idée que les sociétés doivent faire avec des climats qui seraient des climats immuables, en gros. Mais en réalité, on a vraiment un immense champ de production au XVIIIe siècle, notamment, qui nous parle de la coproduction des climats et des sociétés. Avec beaucoup de récits, par exemple, le récit de Simon Pelloutier, qui est en 1740 un pasteur, membre de l'Académie de Berlin, et qui explique que toutes les sociétés, tous les peuples européens, en fait, descendent du même peuple celte originel, et que ces nations, gauloises, anglaises, germaniques, elles ont toutes émergé, en fait, d'un même processus. Ce processus, c'est un cycle qui est à la fois climatique et civilisationnel. Au départ, on aurait eu des Celtes guerriers qui seraient structurés autour de cet acte de combattre et puis d'un mode de vie nomade.
Et puis, explique Pelloutier, on aurait eu petit à petit des Celtes qui auraient abandonné leurs armes pour commencer à cultiver la terre, défricher, améliorer le climat, et donc, à partir de là, se changer eux-mêmes, parce que le climat influence les corps, les êtres. Et du coup, eh bien, cette transformation des êtres, de l'être même des Celtes aurait amené à leur civilisation encore accrue, à une amélioration des cultures, et donc à une espèce de cercle vertueux, du point de vue de Pelloutier, qui est aussi un critique de l'aristocratie. On va derrière, il y a une critique de l'aristocratie, pour son caractère guerrier. Un cercle vertueux qui aurait finalement été le cercle de civilisation de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que Pelloutier part d'une interrogation. Comment expliquer la différence entre la sauvagerie des peuples américains et le caractère civilisé des peuples européens? Et donc, ce qui met en parallèle, c'est la trajectoire climatique et civilisationnelle de l'Amérique et la trajectoire climatique et civilisationnelle de l'Europe. Ça, ce n'est qu'un exemple de Pelloutier, mais on retrouve ça sous la plume d'autres auteurs à ce moment-là, y compris jusqu'aux Lumières écossaises, qui sont pourtant connues pour avoir été opposées à l'idée de déterminisme climatique, mais on trouve quand même des références à la question de la transformation des climats dans l'acte de se civiliser soi-même. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est un point que j'aurais souligné, c'est dans l'idée de domination, quelque chose qui est important, me semble-t-il, à l'époque moderne, mais jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, c'est cette notion de commensurabilité des temps. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque, on vit dans un monde où on considère que la Terre, c'est ce que dira Buffon, a quelques dizaines de milliers d'années. C'est-à-dire que l'histoire humaine et l'histoire naturelle sont deux choses qui ne sont pas complètement séparées. On pense le monde et la nature sous une forme en quelque sorte beaucoup plus construite, beaucoup plus façonnée par l'homme, que ce n'est le cas aujourd'hui. Les discours abondent dans le premier 19e siècle sur le Sahara produit par l'action humaine, par exemple. On pense que les climats ont été fabriqués. On pense qu'on peut transformer les températures, les pluies, la fréquence des orages, la nature de l'air, l'idée, je ne vais pas revenir ici sur toutes les théories de l'assèchement, de la destruction des miasmes, et l'effet que ça peut avoir sur les corps humains et animaux, mais il y a tout. En fait, on est dans un véritable anthropocène. Avant, disons, le deuxième tiers du 19e siècle, avec Jean-Baptiste Fressoz, on avait joué un peu avec cette idée, avec l'idée d'anthropocène buffonien. On avait pris la grande figure de Buffon comme étant celui qui avait, dans son histoire naturelle, le plus clairement mis en avant cette notion d'un agir humain sur la nature et d'une action en retour. La 7e époque de la nature, pour Buffon, c'est cette époque où, écrit-il, la face entière de la Terre porte l'empreinte de la puissance de l'homme. C'est vraiment l'idée d'un anthropocène buffonien. Et qu'est-ce qui inspire Buffon, notamment lorsqu'il écrit ça? C'est les récits de la transformation du climat du Canada sous l'effet de la colonisation. Donc on a toute une filiation aussi qui va en fait de la colonisation de l'Amérique jusqu'à ces récits historiques et civilisationnels, naturels sur les environnements et les sociétés. Derrière cette idée de domination, de transformation de la nature, d'amélioration, de cercle civilisationnel vertueux, on a aussi l'idée d'une échelle des civilisations. Et ça, c'est l'autre point que je voulais souligner, c'est-à-dire parler de domination de la nature par l'homme, c'est immédiatement, en réalité, en tout cas sur le champ historique que je regarde ici, c'est immédiatement parler de hiérarchisation. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'Européen se place comme celui qui améliore la nature. C'est lié à des arguments de souveraineté, je l'ai dit. Celui qui vit l'Indien de la Nouvelle-France ou de la Nouvelle-Angleterre, c'est celui qui n'a pas su améliorer son climat, qui ne possède pas vraiment ses terres, qui est resté dans un état d'enfance, d'un point de vue à la fois climatique et civilisationnel. Mais on peut aller au-delà. Pour Buffon, les peuples qui sont aujourd'hui les habitants de ce qu'il appelle, disons, l'Arabie, ce sont ceux, encore pires, qui non seulement n'ont pas su mettre en valeur leurs terres, mais qui, comme il écrit, l'ont épuisé et l'épuisent. Et ce qui va émerger avec Buffon et qui va s'affirmer dans le premier 19e siècle, c'est une figure de la collapsologie, avec l'Orient comme l'endroit où les sociétés s'autodétruisent. Où en quelque sorte la domination sur la nature se réduit à l'autodestruction par la destruction des environnements. Et c'est Ninive et c'est Babylone, et c'est Chateaubriand qui, à la Chambre des Pairs au XIXe siècle, s'écrit, voilà, j'ai vu l'Arabie où l'humanité paraît expirer pourquoi? Parce qu'il est en train de parler de politique forestière et qu'il explique que si on coupe les arbres, les sociétés disparaissent.
Alors, cette idée, elle va être encore très forte au 19e siècle, cette idée d'un agir humain sur le climat, et au moment de la Révolution française, ça va apparaître comme une des grandes figures du débat politique. L'idée, c'est qu'en gros, l'idée qui est portée par les révolutionnaires, c'est de dire que la monarchie a tellement dégradé les forêts de la France que le climat a changé, il est devenu catastrophique. C'est un désastre, donc il y a plein d'explications qui sont données, évidemment l'amour de la guerre et du luxe des souverains, mais aussi le fait que évidemment les charges forestières étaient des charges achetées ou données, et donc que ces charges-là n'allaient pas aux personnes compétentes. Bref, il y a tout un ensemble d'arguments sur la mauvaise gestion forestière par la monarchie. Et il y a aussi cette grande figure qui apparaît de la restauration, de la régénération, qui est une grande figure évidemment de la Révolution en général, mais qui va être véritablement très importante, qui va émerger avec cette idée qu'il faut restaurer le climat de la France en restaurant la forêt française. Ce qui émerge là, c'est aussi une image de la domination par la restauration, la régénération de la nature. Avec ce corollaire qui dit que si on arrive à régénérer, à restaurer la nature, on va pouvoir maîtriser les risques. Maîtriser notamment des catastrophes qui sont récurrentes dans la première moitié du XIXe siècle, le risque d'inondation, le risque de crue, et aussi tous les risques liés à l'érosion des plantes, la torrentialité, les glissements de terrain. Donc, on va avoir à ce moment-là véritablement la structuration d'une image de la restauration comme une façon de prendre la maîtrise sur un environnement pour le rendre productif, pour fluidifier les échanges. Et on a beaucoup ce genre de discours de la nécessaire domination à prendre sur la nature par la restauration chez des économistes, notamment des économistes libéraux qui voient une façon de créer une fluidité généralisée des échanges. On trouve ça par exemple chez un théoricien comme Charles Comte, qui, dans la première moitié du XIXe siècle, écrit une grande théorie de la propriété, où il parle de restauration climatique et forestière. Pourquoi est-ce que ça, c'est une façon à la fois de dominer la nature et de dominer les autres? C'est parce que cette figure de la restauration climatique, forestière, elle va devenir importante assez rapidement, dès les années 1830-1840, dans plusieurs contextes coloniaux, dans le Maghreb, dans l'Inde, sous domination britannique, plus tard en Afrique du Sud, dans les colonies africaines d'Afrique, en Nouvelle-Zélande, dans différents contextes où cette idée de la restauration va être mise au service de la colonisation. L'idée, c'est de dire que, comme l'écrivait Buffon à propos des populations arabes, eh bien, les populations arabes du Maghreb, les populations indiennes n'ont pas su gérer leur environnement, que leur domination, en quelque sorte, s'est limitée à la destruction. Et que donc, c'est le rôle de l'Européen, rationnel, industrieux, de productif, c'est le rôle de l'Européen, du colonisateur, de restaurer cette nature, de transformer cette nature en une nature productive, de créer donc des administrations forestières qui vont être le bras armé de la colonisation dans le Maghreb, en Inde, comme ça a été bien montré par les historiens de l'environnement, les historiens de la colonisation, et de réaliser sur place de grandes opérations qu'on pourrait appeler aujourd'hui, en utilisant un terme anachronique, de géo-ingénierie. Et ce sont les grands projets de transformation du Sahel portés par les forestiers britanniques dans les années 1920-1930, qui veulent planter un rideau d'arbres tout au long du Sahel. On trouve aujourd'hui des réminiscences de ces projets dans l'actualité internationale, des grandes murailles d'arbres qui transformeraient toutes ces régions, le climat de ces régions, qui ferait reculer le désert. Donc c'est vraiment une idée de la domination par la restauration avec des variantes locales, par exemple dans le Maghreb, ça a été montré par une historienne américaine, Diana K. L'idée de restaurer le climat, c'est aussi l'idée de restaurer l'empire, disons, la nature telle qu'elle existait au moment de l'Empire romain, ou telle qu'elle était censée exister au moment de l'Empire romain, et donc de restaurer un pouvoir qui serait le pouvoir du colonisateur français, qui serait légitime parce que les populations arabes n'auraient été là que dans un intermède, en quelque sorte, un intermède destructeur. Donc on a là une espèce dans cette histoire, l'histoire de l'agir humain sur le climat et de sa perception, on a différentes formes de la domination qui émergent, qui s'expriment, qui s'articulent. On pourrait, si on se déplace sur le XXe siècle, et si on parle cette fois-ci du changement climatique causé par le CO2, trouver d'autres lignes de force qui lient la domination sur la nature à notre pensée, aux pensées du changement climatique. Évidemment, c'est la grande question de la guerre froide,
la domination disputée du monde par deux blocs, qui a complètement façonné nos connaissances en fait du système Terre. Alors pourquoi de l'océanographie? Pourquoi? Parce qu'il fallait cacher, faire se déplacer des sous-marins nucléaires armés de têtes atomiques sous la mer. En sismologie, pourquoi? Pour détecter les essais nucléaires interdits à partir des traités du début des années 60. En physique atmosphérique, pourquoi? Pour faire se propager, comme on le veut, des ondes radio à l'échelle du globe. Au pôle, parce qu'on pense que ça va être un des grands champs de bataille de la Troisième Guerre mondiale. Bref, tout un ensemble de production de savoir, l'informatique qui émerge de l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale, et les ordinateurs américains sur lesquels tournent les premiers modèles de circulation globale de l'atmosphère sont financés quasi intégralement par la défense américaine. Donc on a tout un ensemble de production de savoir qui fait que dans les interstices de cette immense architecture de connaissances, va peu à peu émerger le diagnostic du changement climatique. On commence à simuler le climat global. Les courbes de Keeling qui montrent l'augmentation du CO2 de l'atmosphère sont en fait en partie financées par le département de la défense américain. Comme l'a montré Mathias de Ries, l'étude des effets des explosions nucléaires d'essai dans les années 50 et 60 sont très importants ces études sont très importantes pour alimenter la réflexion sur les changements climatiques globaux. Donc on a en fait l'émergence d'un diagnostic, non pas en lien avec une écologie politique contestataire de campus liée à la contre-culture, mais en fait complètement dans une intrication complète, avec un effort de guerre en fait, avec une forme un effort insensé, inouï, pour dominer l'adversaire, en maîtrisant complètement ce qu'on peut appeler la terre au champ de bataille. Donc on a là quelque chose qui est aussi qui lie en fait complètement le diagnostic, les savoirs et des formes en fait de domination qui sont à la fois des formes de domination de la nature et des sociétés les unes par les autres. Donc voilà ce que je voulais pointer là, l'amélioration, la concordance des temps, le rapport entre domination de la nature et hiérarchie des peuples, la grande figure de la restauration climatique, environnementale, le lien entre colonisation et domination de la nature, mais aussi le lien qu'on peut faire entre notre propre perception, nos propres savoirs du système Terre et des utopies ou des dystopies de domination des nations les unes sur les autres, domination de la nature par l'humanité. Voilà. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Merci à tous les autres intervenants également. On va donc passer à une session de questions. Je rappelle brièvement les règles du jeu. Pour les personnes qui sont sur Zoom, si vous pouviez écrire vos questions dans la discussion et je les relirai au micro. Et pour les personnes qui sont dans la salle, si vous pouviez poser vos questions lentement pour que je puisse ensuite les répéter dans le micro, ce serait parfait, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans les personnes qui sont présentes? Et j'attends quelques secondes pour voir s'il y en a sur Zoom. Sinon, voilà. Vous pouvez lancer. Vous lancez. Oui, j'avais une petite question en fait pour François-Xavier Fauvel, mais ça fera peut-être réagir aussi d'autres collègues. Alors, tu as insisté sur la diversité des sociétés africaines et la diversité du coup de leur rapport à la nature par rapport à l'uniformité du Moyen-Âge occidental. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet de source aussi? Parce que dans les sources du Moyen-Âge occidental, on travaille quand même beaucoup, les historiens, avec des sources écrites et on sait que les sources émises par les souverains dès l'époque carolingienne ont un discours centralisateur très fort qui n'est pas toujours en rapport avec les moyens dont disposent ces souverains. De la même manière, les sources écrites des seigneuries, elles visent à orienter la production et des fois on s'aperçoit
quand on change de source, là je pense en particulier à l'archéologie, que la diversité en fait des rapports à l'environnement des sociétés, même à l'intérieur de l'Europe, est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire en regardant les sources écrites dès que on fait des fouilles archéologiques. Et là, on voit apparaître tout un tas de cultures qui n'étaient pas mentionnées dans les sources, et donc des rapports très différents à l'environnement de ceux qui viennent du pouvoir. Voilà. Oui. Excuse-moi? Est-ce que je peux répondre ou est-ce que oui? Oui, tu peux répondre. Ouais. Oui, merci. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Écoute, il y a évidemment il y a très certainement un biais de source, et tu as tout à fait raison de mentionner le fait que les sources écrites évidemment comportent une dimension normative, mais emportent aussi avec elle une espèce de privilège narratif de la façon de raconter l'histoire, et que lorsqu'on fait appel, comme c'est le cas en Afrique, à des sources écrites cependant beaucoup plus rares, et par conséquent à toute une gamme d'autres sources narratives ou non, matérielles ou immatérielles, mais en tout cas toujours fragmentaires, on démultiplie les regards sur les sociétés. On le rend évidemment, on le rend plus complexe, bon, plus démultiplié. Bon, et on démultiplie par la même occasion les perceptions sur la relation entre les sociétés et leur milieu. Bon, donc ça, tu as tout à fait raison de mentionner ce point-là. Il y a tout à fait clairement un effet de source. On n'obtient pas les mêmes résultats, on ne voit pas la même chose, même on le sait bien, même du Moyen-Âge occidental latin, quand on regarde l'archéologie et quand on regarde les sources écrites. Et c'est a fortiori vrai en Afrique. Néanmoins, et même une fois posée cette limite, ce biais de source, il y a néanmoins une diversité qui transparaît même au travers des sources écrites. Voilà, bon, et on a une formidable diversité qui se voit au sein du royaume du Mali. C'est-à-dire que ce royaume du Mali, par exemple, pour que tout le monde sache de quoi on parle, 14e siècle, l'apogée de la puissance de cette formation politique dans l'ouest du Sahel actuel. Ça recouvre en gros la moitié ouest du Mali actuel, et puis le Sénégal, et puis une partie de la Mauritanie, la Guinée, etc. Bon. Formidable empire. En gros, principal exportateur de l'or en direction du monde islamique et de la Méditerranée à cette époque. Formidable puissance politique, reconnue comme telle par non seulement les acteurs politiques du monde islamique, mais les cartographes européens, etc. Et pourtant, ce royaume du Mali cohabite en son sein avec des sociétés qui sont économiquement organisées complètement différemment. Cohabite avec des sociétés pastorales, cohabite avec des sociétés purement de pêcheurs-cueilleurs. Le royaume du Mali lui-même ne prétend pas exercer une souveraineté territoriale continue, à la différence d'un royaume européen de la même époque. Bon. Cohabite également dans son arrière-pays avec d'autres formations politiques qui n'ont pas de frontières jointives avec lui, mais qui peuvent être des sociétés agricultrices organisées en chefferie sur le mode de la parenté, ou qui peuvent être des sociétés de chasseurs, ou des sociétés de pêcheurs, ou des sociétés d'éleveurs, etc. Bref, il y a une très très grande hétérogénéité sociale et culturelle, une très très grande intrication. Cette intrication, elle est tout simplement liée à la très très longue histoire des sociétés africaines qui ont anthropisé à leur façon chacune leur environnement, mais elle est liée aussi à la nécessité d'une coopération économique
pour exploiter plus efficacement les milieux et faire circuler les ressources. Il n'y a pas d'autre solution lorsqu'on veut exporter de l'or en direction du monde islamique et qu'on est souverain du Mali. Il n'y a pas d'autre solution que de collaborer du côté sud avec des sociétés de religion traditionnelle, agricultrices, organisées sur le mode de la parenté et totalement païennes, d'une part, bon, parce que ce sont celles qui possèdent les gisements aurifères, et puis de collaborer d'autre part du côté nord de votre royaume avec des sociétés de nomades chameliers qui sont les maîtresses du désert. Donc, il y a, en quelque sorte, il n'y a pas d'autre solution pour faire fonctionner à une échelle, si je puis dire, globale, ou en tout cas interrégionale, l'exploitation et la circulation des ressources. Il n'y a pas d'autre solution que cette intrication et cette articulation des systèmes économiques et des modes de relation des sociétés à leur environnement. Donc même si tu as tout à fait raison qu'il y a un effet de source, néanmoins, voilà, il y a quand même il y a quand même un certain rapport, voilà, des sociétés africaines avec leur environnement qui est bon à penser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres intervenants qui souhaiteraient réagir à cette discussion ou poser une autre question? Oui, bien sûr. Alors, je vais juste répéter la question rapidement. J'ai pas tout à fait tout entendu, mais il me semble que c'est une question pour Fabien Locher, pour préciser donc le projet de grande muraille verte. Alors en fait, c'est pas tout à fait le même projet. Je faisais référence à un grand projet qui avait été promu dans les années 1930 par quelqu'un qui s'appelle Edward Stebbing, qui était forestier en chef de l'administration forestière coloniale britannique, et qui, dans plusieurs articles et au sein même de son administration, avait tenté de promouvoir ce grand projet, d'ailleurs en collaboration avec les Français, un grand projet d'une double muraille en fait d'arbres qui aurait servi à arrêter le désert, à arrêter le processus de changement climatique anthropique supposément en cours dans ces régions. Et donc c'est un exemple assez frappant de ce qu'on pourrait appeler une espèce de promesse de géo-ingénierie climatique coloniale. Alors ça s'est pas concrétisé, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve après 1945 dans différentes arènes onusiennes, mais aussi dans les services, les services agronomiques des pays nouvellement indépendants, peuplés d'experts venant des anciens pays colonisateurs, et puis aussi dans les politiques de développement des pays, notamment la France, le Royaume-Uni. On trouve ces grandes idées de restauration, de murailles d'arbres, etc. Et je faisais référence, c'était plutôt une boutade, à un projet qui est en cours aujourd'hui de grandes murailles vertes dans le Sahel. Alors évidemment, c'est pas le même. Comment dire, le projet n'est pas de même nature, même si on pourrait s'interroger sur l'hubris techniciste qui est peut-être sous-jacent dans les deux cas. Mais on a toute une histoire en fait de la reforestation sur des territoires qui sont considérés comme ayant été dégradés par les populations. C'est vrai aussi d'ailleurs en Algérie, à partir des années 1860, avec une grande société de promotion de la reforestation qui fait venir des milliers d'arbres, d'eucalyptus surtout, pour reforester des espaces qui auront été supposément déforestés par les populations. C'est un exemple assez connu, ça, d'une méconnaissance en fait de l'écologie locale. Beaucoup des forestiers français qui étaient en service dans le Maghreb au XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avaient été formés à Nancy sur de tout autres arbres. Et leur expertise déplacée dans le Maghreb s'est révélée sur le long terme d'une valeur tout à fait relative.
j'aurais un commentaire inspiré par ce que vous avez dit tous autant que vous êtes, et qui peut peut-être amener des réactions. Ce qui m'a frappé, moi, voyant ces problèmes plutôt depuis des périodes anciennes, c'est le lien établi à chaque fois entre la domination de la nature et la discipline de la société, disons. Je n'avais pas encore rencontré cette notion d'autodomestication qu'a évoqué Jean-Paul Demoule, mais c'est vrai que j'avais été frappé dans dans le peu que je connais de la révolution néolithique, ou de ce qu'on peut appeler comme ça, par l'effet sur les sociétés, et notamment sur les aspects les plus concrets, c'est-à-dire sur le corps humain, et voilà. Et je me demande dans quelle mesure tout cela n'a pas aussi une portée sur l'alternative qu'on voit apparaître régulièrement entre une lecture technologique et une lecture idéologique. Alors je fais référence évidemment pour le néolithique aux hypothèses de Jacques Cauvin, qui s'oppose à celle classique de Child et d'autres. Donc l'idée d'une révolution symbolique. Cauvin, si je me souviens bien, dans son livre, va jusqu'à comparer l'expansion du néolithique et l'expansion de l'islam telle qu'on l'a concevée à ce moment-là. Et puis, c'est dans cette même ligne d'idées, il y a évidemment le rôle octroyé au christianisme dans certaines lectures du rapport à la nature citées par Jean-Pierre Devray. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos réactions sur ce point. Est-ce que domestiquer la nature, c'est toujours se domestiquer soi-même, c'est toujours se trouver une idéologie pour tout bien ranger comme il faut? Oui, c'est effectivement ce terme d'autodomestication que on utilise. Il paraît effectivement justifié. Je parlais tout à l'heure de l'effet de la nourriture, et qui fait que quand on compare ce que nous mangeons et ce qu'il faudrait manger, on s'aperçoit qu'il faudrait plutôt se rapprocher de ce que mangeaient les chasseurs-cueilleurs, même si quand on parle de régime paléo, en général, c'est un peu du bluff, mais en tout cas que 10 000 ans, c'est très peu pour une espèce qui remonte à 300 000 ans, sinon à 7 millions d'années. Alors, on intervient sur notre corps de plus en plus. Je prends souvent classiquement l'exemple des lunettes. Les myopes avant avaient une chance de survie moindre, puisqu'ils ne voyaient pas venir le danger, ils rataient leur cible. Et maintenant, les myopes, effectivement, non seulement survivent, mais se reproduisent entre eux. Et on a la même chose. Bon, là, on a tous un masque sur la figure. C'est effectivement, à la fois le néolithique a favorisé évidemment les épidémies. Il n'a pas inventé les maladies, mais en augmentant le nombre d'humains, et il a permis que, effectivement, on passe de maladies ponctuelles à de véritables épidémies, mais en même temps, il invente les masques et les vaccins. Et on sait aussi tout l'effet des avortements, soit directement thérapeutiques, soit l'infanticide des filles dans certaines régions comme l'Inde ou la Chine. Donc il y a effectivement une action des humains sur eux-mêmes en tant que sinon être biologique naturel, qui fait que les effets de la sélection naturelle sont maintenant complètement faussés, et on peut pas prédire ce que deviendront les humains s'ils sont toujours là dans 50 000 ans ou 200 000 ans. Voilà en ce qui me concerne.
il n'y a pas de questions sur Zoom, donc s'il y a des questions ou des réactions. Jean-Pierre Devray. Ou des réactions aussi des intervenants. Oui, Jean-Pierre Devray. Oui, si je peux réagir à cet échange très très intéressant, je suis quand même extrêmement frappé par l'incapacité de l'homme à se penser comme autre chose qu'un habitant comme les autres de la Terre. Comme si finalement il y avait que les hommes qui faisaient évoluer l'environnement. Or les animaux, les êtres microscopiques, non seulement sont en coévolution par rapport les uns aux autres, mais ont un impact évidemment sur l'environnement. Donc il y a une espèce de fatalité, le destin exceptionnel, où c'est un peu le fardeau de l'homme blanc, mais qui ne serait plus blanc, mais qui serait l'homme en général, qui fait qu'on pose systématiquement la question en termes d'opposition entre homme et environnement. Or, je ne pense pas que ça corresponde, que ça soit une voie d'approche qui permette de dépasser cette notion de prédation inéluctable finalement, qui ferait que finalement, et on le voit dans la collapsologie, c'est l'absence de l'homme au monde qui résoudrait le problème de la planète. Un autre élément qui me semble très très intéressant, c'est cette question d'uniformité et de diversité. Et c'est vrai que l'histoire occidentale a tendance à lire de manière sans doute excessive et à construire ses narrations à partir de l'écrit. Que l'écrit, c'est forcément la pensée des lettrés, en tout cas jusqu'à très, très, très peu de temps par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'on peut aborder aussi la question du point de vue des subalternes. Et ça, c'était une chose que on peut à la fois interpréter par le biais de l'archéologie, mais également de la volonté méthodologique de faire émerger la part des subalternes et leur manière d'être au monde. Et ça, me semble-t-il, à la fois par rapport à ce que François-Xavier Fauvel faisait remarquer, réhabilite un peu la question de la diversité. Quelqu'un comme François Sigaud ou d'autres ont parfaitement montré que, en termes, par exemple, d'instruments agricoles, il y avait une extraordinaire adaptabilité et diversité, et qu'il suffisait parfois de faire 10 km pour trouver un mode d'attelage totalement différent pour un animal particulier. C'est une image qui me frappe, qui sont des souvenirs heureux de vacances. C'est cette différence dans les vallées du Queyras entre les maisons qui étaient construites par les colons qui revenaient d'une émigration dans leur cycle de vie et le reste de la civilisation agricole du Queyras qui, d'un certain point de vue, semblait immobile. Il y a là quelque chose qui pose la question de, finalement, est-ce que les paysans sont uniformes parce qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les regarde pas dans leur diversité, ou est-ce qu'ils sont véritablement divers? Et je rappelle la formule de Karl Marx qui parlait de la paysannerie française comme des pommes de terre dans un sac de pommes de terre. C'est vrai que ça peut se lire comme une forme d'éloge de l'uniformité de la société rurale, mais ça peut aussi se lire à l'inverse, en disant que chaque pomme de terre est différente de la pomme de terre voisine. Ce qui fait, il me semble, c'est aussi un élément intéressant qui est venu des échanges. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la différence qui est faite entre domination et souveraineté, ou je dirais peut-être plus différemment, entre interaction et souveraineté, parce que ce sont deux modes
d'être à l'environnement de la part des humains, qui sont profondément différentes, et ça se voit très très bien. Je pense que une étude finalement sur le cycle de vie de la colonisation européenne pourrait permettre de voir ce que les colons, en arrivant dans le Nouveau Monde, transportent de leur culture en général, et en quoi finalement ils sont différents finalement dans leur être au monde, à leur point de départ et à leur point d'arrivée, comme ceux qui ont fait fortune en partant du Caira sont revenus en construisant des grands chalets métalliques ou des palais éphémères. Je voudrais ajouter deux choses sur cette question du rapport à la nature. C'est-à-dire que quelles que soient les catastrophes écologiques à prévoir, ça n'empêchera pas la Terre de tourner dans tous les cas de figure. Donc là, pour le dire bêtement, la nature s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, en tant qu'espèce invasive, le Homo sapiens est extraordinairement adaptatif. Une espèce qui est apparue en Afrique et qui a pu s'adapter à toutes sortes d'environnements et à toutes sortes de formes économiques. Donc, il est très probable que les changements à venir entraîneront la disparition de territoires entiers sous l'eau, comme le Bangladesh ou les côtes est de la Chine, qui aura certainement des catastrophes et des pertes humaines considérables, mais que dans tous les cas, je ne pense pas que le Homo sapiens disparaîtra dans les millénaires prochains, si ça peut apporter une touche d'espoir. Je pense qu'on va bientôt arriver à l'heure de fin de cette table ronde, donc s'il y a une dernière question, une dernière remarque, que ce soit de la part des intervenants ou dans la salle ou sur Zoom. Oui. Justement, ça pose la question de la temporalité. C'est une question du rapport à la nature, c'est une question de temporalité. Dans la vision brodélienne, voilà, c'est l'histoire de la nature, c'est l'histoire du temps long. Mais j'étais assez frappé en vous écoutant l'exemple de Charles II, qui demande, et puis on a l'impression qu'il y avait une conception où ces changements climatiques ou environnementaux pouvaient se faire vite, à l'échelle de quelques années, de quelques décennies. Et alors aujourd'hui, on a plutôt à nouveau cette idée d'un temps très long, etc. Donc il y a ce jeu sur les temporalités, la perception des temporalités. Et voilà. Je sais pas si vous voulez réagir un peu là-dessus. Du coup, je vais essayer de résumer cette remarque beaucoup moins bien que vous. C'est une question donc ou une remarque plutôt sur la temporalité, sur le rapport à la nature, avec une mention de une vision brodélienne du temps long du changement de la nature, qui serait opposée donc à la vision dont vous parliez, Fabien Locher, de Charles II, qui avait une conception du changement très rapide de l'environnement en quelques années, alors qu'aujourd'hui on serait revenu donc à une vision plutôt dans le temps long. Donc c'était justement une question, une remarque plutôt sur ce jeu de temporalité, ce jeu de rapport au temps dans le changement de l'environnement et de la nature. Oui, alors effectivement, si j'ai pris cet exemple et si on a aussi insisté dans le livre avec Jean-Baptiste Fressoz, c'est parce qu'on avait eu une discussion avec un historien subalterniste qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, qui avait écrit un article fameux qui s'appelait « Le climat de l'histoire », où il expliquait qu'aujourd'hui, il fallait repenser l'écriture de l'histoire à l'aune du changement climatique et sortir d'une vision qui était en gros la déconnexion entre l'histoire de la nature et l'histoire humaine. Et il faisait dans cet article-là une histoire qui nous semblait pas tout à fait, empiriquement fondée de la naissance de l'histoire et des discours historiques, avec l'idée que, en gros, jusqu'à présent, l'histoire s'était fondée dans la déconnexion. Et c'est pour ça qu'on était aussi parti
dans le passé à la recherche des textes originaux. Et notre thèse, on lui avait répondu dans la revue même où il avait publié cet article, en lui disant, en faisant cet argument, en disant, en fait, la concordance des temps, le temps de la nature et le temps historique, c'est quelque chose qui était très très puissant à l'époque moderne, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et finalement, l'anomalie presque dans la trajectoire, c'est plutôt la déconnexion. C'était l'argument. C'était un argument d'ailleurs c'est un argument qui est assez congruent avec un des grands arguments de l'histoire environnementale, qui est de dire que le souci pour l'agir humain sur la nature et les effets que ça peut avoir, c'est pas quelque chose qui date des années 1960, 1970, mais qu'au contraire, il y a une histoire très longue de ça. Et peut-être que l'anomalie, c'est l'intermède de la haute modernité, 1945, 1970, où on a en quelque sorte eu une espèce de peut-être d'amoindrissement pour quelques décennies seulement de cette notion de l'agir sur le climat, de l'agir sur la nature et les effets que ça peut avoir. Donc il y a quelque chose, en fait là, ça renvoie à tout un débat sur l'histoire des sciences sociales, l'histoire de l'histoire, sur l'histoire de la réflexivité environnementale, avec au centre effectivement, je pense que c'est une chose assez importante, cette notion de temporalité. Il y a aussi une géographie du temps derrière tout ça, c'est-à-dire quand on part explorer l'Amérique, on a l'impression aussi de se déplacer dans le temps, d'aller dans un endroit qui est loin dans le passé, qu'on pourra améliorer, façonner à son image. Et donc, il y a aussi, pour cette raison-là, l'idée d'un agir avec des actions rapides sur la nature. Ça explique aussi tout ça, mais c'est quelque chose, je trouve, un des aspects les plus fascinants en fait de l'histoire environnementale, c'est cette concordance en fait entre une histoire du temps et une histoire des agirs humains sur la nature. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Non, on n'a pas le temps. Bon, désolé. Bon, en tout cas, merci beaucoup aux intervenants d'avoir parlé à cette table ronde, autant sur Zoom. Donc, merci à Jean-Pierre Devray et François-Xavier Fauvel qu'ici. Donc, merci à Jean-Paul Demoule et à Fabien Locher pour leur présence. Et donc, je laisse tout de suite la parole pour la prochaine conférence. Il me semble que c'est la grande conférence d'Emmanuel Coccia, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup.